Quelque chose sommeillait en moi depuis toujours. Ça s'est réveillé. Et j'ai besoin d'aide. Vous l'avez vu au titre, on va parler de Star Wars 8, de ce que j'ai pu en penser. On va faire ça à ma façon, pas à la façon d'un youtubeur critique de cinéma autoproclamé spécialisé dans les films d'auteur, mais à la façon d'un fan de Star Wars. Voilà, moi Star Wars c'est ma saga de SF préférée depuis tout petit, hein. Je lis les comics, je joue aux jeux Star Wars, etc. Donc je vais essayer de vous donner un avis un petit peu plus peut-être cohérent avec l'univers que ce que pourraient faire d'autres personnes qui ne regardent que les films et qui ne s'intéressent pas à tout ce qu'il y a autour. Alors il y aura deux parties dans cette vidéo, une avec spoil, une sans. Je vous mettrai une annonce, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, vous ne vous ferez pas spoiler à moins de vraiment d'être très con. Et on commence de suite avec la partie sans spoil parce qu'on s'en beurre un petit peu l'arrêt de ce que je dis. Les Derniers Jedi est un très bon film pour moi. Il a ses petits défauts, je vais en parler plus tard, mais dans l'ensemble, le film est surprenant. Il casse toutes les théories qui avaient fleuri sur le net depuis la sortie du 7. Il y avait vraiment tout n'importe quoi comme théorie, hein, que ce soit sur les origines de Rey, sur les origines de Snoke. Il y avait même une théorie qui disait que Ezra Bridger de la série Rebelle était Kylo Ren. Juste parce que dans un trailer de la saison 3, je crois, on voit Ezra allumer un sabre à double garde et du coup les gens étaient là, ah bah c'est Kylo, etc. Alors que déjà, il faut savoir que Kylo n'a pas un sabre à double garde, hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les deux petits lasers sur le côté c'est une garde. Ce n'est pas une garde en fait. Le cristal Kyber qui alimente le sabre de Kylo est brisé et du coup il libère trop d'énergie. C'est ce qui lui donne cet aspect un petit peu crépitant et ce qui fait que son sabre nécessite deux petits conduits sur le côté pour évacuer le surplus d'énergie. Bon, voilà, je ferme la parenthèse et oui, parce que on apprend des choses aussi. Je vais essayer de vous apprendre quelques petits trucs, des petits détails que vous ne sauriez pas forcément. Et puis on en revient à la partie sans spoil. Alors, là où Star Wars 7 suivait la trame du 4, hein, avec une nouvelle étoile de la mort, etc. Enfin bon, entre guillemets, Star Wars 8 se détache complètement du scénar du 5 et donne un nouveau sens au réveil de la Force qui était en fait surtout là pour relancer la licence, parce que revenir après avec une nouvelle trilogie après tant d'années, c'était un petit peu compliqué. Il a fallu jouer sur le côté nostalgie pour faire revenir les fans. Et puis le 7 servait aussi à introduire les nouveaux personnages, notamment Kylo Ren et Rey. Je vais finir cette petite partie sans spoil en parlant de l'humour dans le film. L'humour dans le film, c'était une de mes craintes en allant le voir. J'avais peur que la production ait voulu rendre le film fun, avec qu'ils aient mis un petit peu trop d'humour pour pouvoir le rendre accessible à tous. Et bien en fait, pas du tout. Tout au long du film, il y a une sorte de saupoudrage humoristique, c'est-à-dire que ça et là, il y a quelques petites scènes drôles, courtes et drôles qui sont placées, et mais c'est fait de manière très intelligente. C'est une sorte de saupoudrage humoristique, je dirais, et ça passe vraiment très très bien. Voilà, je vais conclure cette partie sans spoil en disant que si vous l'avez pas encore vu, foncez le voir, ça vaut vraiment le coup. Ce film est très bon, c'est probablement un des meilleurs Star Wars. Voilà. Allez, on attaque la partie spoil. Alors je vais pas faire ça en mode résumé, je vais pas pouvoir vous parler de toutes les scènes, sinon la vidéo durerait 3 heures. Je pourrais parler de Star Wars 8 3 heures, mais je pense qu'au bout d'un certain temps ça vous ferait quand même chier. On commence de suite avec Finn, Rose et Phasma. Alors, Rose, elle a pas grand intérêt dans le film si ce n'est être amoureuse de Finn. Il y a une rumeur qui dit qu'elle était surtout là pour séduire le marché chinois. Bon, vrai ou pas, on s'en fout un peu, si ce n'est que je n'ai pas vraiment accroché au personnage. Voilà, comme je l'ai dit, elle a pas un intérêt majeur dans le film, mais c'est toujours cool de voir des nouveaux persos. Finn là non plus, j'avais pas accroché dans le 7, même s'il a un parcours intéressant, le fait qu'il ait déserté le Premier Ordre, etc. J'avais pas accroché dans le 7 en fait, parce que je trouve qu'il est rentré dans la Résistance beaucoup trop facilement. Tout le monde sait qu'il vient du Premier Ordre, mais c'est pas grave, on l'accueille à bras ouverts, alors que ce serait très bien pu être une technique du Premier Ordre pour envoyer un espion, hein. Mais bon, là non, ça choque personne. Comme il a libéré Poe, ben voilà, on l'accueille à bras ouverts dans la Résistance. Donc c'est pour ça que j'avais pas accroché au personnage, parce qu'il y avait un petit peu cette faille scénaristique. Dans lui, il est un petit peu plus intéressant, il a une évolution. C'est-à-dire qu'au début, il est omnubilé par Rey, il pense qu'à elle, il veut retrouver Rey, etc. Et il sent
bat les couilles de la résistance, et puis à la fin il est prêt à se sacrifier pour cette même résistance. Donc une évolution de sa pensée, de ses convictions, qui est intéressante, qui est cool, même si je suis toujours pas un énorme fan de ce perso. Ma grosse déception du film, c'est Phasma. Alors Phasma qui restait vraiment au banc de personnages, vraiment de seconde zone. J'aurais aimé qu'elle soit plus développée, qu'on la voit un petit peu plus. Alors oui, elle a un combat contre Finn, hein, c'est d'ailleurs un petit peu la némésis de Finn, et c'est son seul véritable rôle dans le film, mais le combat qu'elle a contre Finn est complètement flingué. Elle a l'avantage pendant 2 secondes, et puis après c'est Finn qui lui brise son casque et qui prend le dessus, elle tombe dans les flammes et potentiellement elle meurt, hein, on sait pas, mais bon là elle a quand même, enfin à mon avis elle est quand même bien morte. Pour moi, Finn aurait dû beaucoup plus galérer, parce que Finn dans le premier ordre faisait le ménage, hein, voilà, alors que Phasma c'est censé être une capitaine Stormtrooper vraiment expérimentée, experte du combat au corps à corps, etc. Donc voilà, déçu du côté de Phasma. Ensuite, Poe Dameron, le pilote rebelle qu'on voyait pas beaucoup dans le set, il est beaucoup plus présent et développé dans le 8, dans le scénario, mais vraiment l'accent sur son côté déterminé, tête brûlée, prêt à aller jusqu'au bout, que ce soit quand il attaque seul un cuirassé, ou quand il se mutine parce qu'il n'est pas d'accord avec les ordres de ses supérieurs. Vraiment un personnage au caractère bien trempé, très sympa. Et puis en plus au début, il troll le général Hux, donc vraiment parfait, rien à redire sur ce perso, très content. Leia, maintenant, on continue dans la résistance avec Leia, la chef de la résistance. Alors le trailer nous laissait entendre qu'elle allait potentiellement mourir. De toute façon, il faut savoir que son actrice Carrie Fisher malheureusement nous a quittés. Donc on s'attendait à voir Leia mourir dans ce 8e opus. Et bien en fait, pas du tout. Quand les bombardiers du premier ordre explosent le pont de son vaisseau, elle utilise la force pour revenir à bord et survivre. Alors ça a un petit peu choqué quelques-uns, notamment les gens qui regardent, qui s'intéressent pas trop à l'univers, etc. Mais il faut savoir que Leia est une Skywalker, donc déjà elle a beaucoup de médicloriens dans le sang, elle a une grande connexion à la force, et elle a déjà utilisé la force. Elle a utilisé la force notamment dans l'épisode 5 pour communiquer avec Luke. Et si Leia n'est pas devenue Jedi, c'est parce que tout simplement, dans sa vie, elle n'en a pas eu besoin. Leia, c'est surtout une diplomate, une politicienne et une leaduse finalement. Elle n'a pas eu besoin de devenir maître Jedi. Du coup, qu'elle soit toujours en vie à la fin du film, c'est une très bonne chose. Et vraiment, je pense que le film rend un très bel hommage à Carrie Fisher et ça fait plaisir. On reste dans la famille Skywalker maintenant, on va parler de Luke. On retrouve Luke et Rey là où on les avait quittés, sur Ahch-To, quand Rey est en train de rendre le sabre laser d'Anakin à Luke. Et puis Luke le balance derrière lui et se barre, hein. Donc on retrouve un Luke vraiment qui s'est complètement fermé à la force, qui est venu mourir sur Ahch-To après avoir échoué à entraîner son neveu Kylo Ren. D'ailleurs, les 2 flashbacks qu'on a, quand Luke et Kylo racontent ce qui s'est passé au temple, on a 2 flashbacks différents, ce qui pousse le spectateur à penser pendant quelques minutes que Luke est vraiment un mauvais Jedi, hein, qu'il était prêt à tuer son propre neveu, et puis après finalement on se rend compte qu'en fait Luke a juste eu un moment de panique et de faiblesse qui est dû à son entraînement qui a jamais été complet, hein. Luke, il faut savoir que il s'est entraîné un petit peu à l'arrache sur Dagobah avec Yoda, et puis après basta, il a un petit peu appris par la suite au travers d'ouvrages et de reliques Jedi, mais c'est tout quoi. Il a jamais eu un entraînement poussé à fond avec un maître, etc. comme il aurait pu avoir s'il y avait toujours eu un temple Jedi actif. Bon, alors j'aurais encore plein de choses à dire sur Luke, que ce soit son combat avec Kylo où il exploite complètement la haine de Kylo Ren pour le berner, où il lâche à la fin un petit on se reverra mon grand, ce qui laisse entendre évidemment qu'il reviendra en fantôme de force, ou alors la conversation qu'il a avec Yoda. D'ailleurs Yoda, boss final des Jedi, hein, ça on n'en parle pas assez, mais le mec est mort depuis 30 ans et arrive toujours à faire tomber la foudre sur un arbre. La puissance de cette petite créature verte n'est plus approuvée, voilà, je le dis, hein. Donc Luke, je pourrais encore en parler des heures, vraiment très content, mais je vais juste conclure en disant qu'il a pour moi la plus belle mort de Star Wars, enfin une des plus belles morts de Star Wars en tout cas. Il meurt sur Ahch-To, après avoir tout donné, après s'être un petit peu ravisé, après s'être réouvert à la force. Il meurt sur Ahch-To avec les 2 soleils couchants, comme sur Tatooine, sa planète natale. Une très belle scène, c'était vraiment rien à redire, très très beau. Ensuite, on se rapproche des 3 derniers persos dont je vais parler. On va commencer avec Snoke, et le plus grand risque scénaristique qu'ait pris Star Wars à ce jour, hein, quasiment, hein, c'est la mort de Snoke. Voilà, tué par son apprenti.
Kylo Ren. Donc on connaît toujours pas les origines de Snoke, c'est un petit peu dommage, je suis un petit peu déçu, enfin, j'espère que ce sera expliqué par Kylo dans le 9, enfin, en tout cas c'est Kylo qui est le plus à même d'expliquer les origines de Snoke, hein, vu que c'était son apprenti, donc j'espère que ce sera expliqué dans le 9, ou alors de toute façon sinon ce sera forcément expliqué via un comics, un jeu ou quoi que ce soit, enfin via un autre média. Chose intéressante aussi avec Snoke, c'est qu'il veut tuer Rey. Alors que le 7 nous laissait un petit peu entendre qu'il voulait peut-être remplacer Kylo par Rey quand il dit à Kylo trouve là cette pieuse d'épave et amène-la moi. Ça c'est un petit peu une référence à la règle des deux, c'est-à-dire que la règle des deux c'est une règle qui a été instaurée par Dark Bane je crois, qui stipule que en gros il ne peut y avoir que 2 Sith, un maître, un apprenti, et que à terme l'apprenti doit tuer le maître ou alors le maître doit remplacer l'apprenti par un autre plus puissant. Et là non, Snoke ne veut pas remplacer Kylo Ren. Déjà on n'a même pas la confirmation que Snoke soit un Sith, hein. On n'en sait rien, de toute façon on a très peu d'infos sur lui, mais il veut pas remplacer Kylo Ren par Rey. Tout ce qu'il veut c'est juste exterminer les Jedi, quoi. Avant de parler de Kylo Ren, on va un petit peu s'attarder sur les prétoriens. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce sont les chevaliers de Ren. Ce ne sont pas les chevaliers de Ren. Voilà, les prétoriens et les chevaliers de Ren, ce sont deux choses. Enfin, ce sont deux groupes de combattants différents. On ne voit pas les chevaliers de Ren dans cet épisode. C'est aussi un petit peu une de mes déceptions. J'espérais vraiment les voir. J'espère qu'on les verra dans le 9. Donc les chevaliers de Ren qu'on voit dans le flashback de Rey dans le 7 et qui sont les autres apprentis qui ont aidé Kylo à détruire le temple de Luke. Luke en reparle d'ailleurs dans le film. D'ailleurs, Kylo qui s'est vraiment enfoncé dans le côté obscur dans ce 8e opus. Au début, il est encore un petit peu tiraillé, il hésite. D'ailleurs, il n'arrive pas à appuyer sur le bouton pour tuer sa mère, hein, il n'y arrive pas. Et puis finalement, après avoir tué Snoke, il bascule complètement, il s'enfonce complètement dans le côté obscur. Il propose à Rey finalement de devenir son apprenti, entre guillemets. Une autre petite référence à la règle des deux, c'est-à-dire que une fois que Kylo finalement a tué son maître Snoke et donc à son tour est devenu le maître, il veut une apprentie, il veut Rey, ce qui paraît logique. Et ce qu'il lui dit un petit peu, ça m'a fait penser pendant le film à ce que pouvait dire, ce qu'a pu dire Anakin à Padmé dans le 3. I am more powerful than the Chancellor. I can overthrow him. And together you and I can rule the galaxy. Voilà, Kylo dit un petit peu pareil à Rey, il lui dit laisse mourir Luke, laisse mourir la résistance, faisons table rase du passé, plus de Jedi, plus de Sith, créons un nouvel ordre à notre image, enfin il lui dit pas à notre image, mais créons un nouvel ordre tous les deux, quoi. On finit maintenant avec mon coup de cœur de ce 8e opus, c'est Rey bien évidemment, qui a la plus grosse évolution pour moi du film, peut-être avec Kylo aussi, hein, placé à égalité avec Kylo, c'est-à-dire qu'au début elle est toujours omnubilée par ses parents. D'ailleurs le passage dans la grotte où on voit dans un miroir deux silhouettes floues arriver et finalement Rey ne voit que son reflet, c'est un petit peu une manière de dire au spectateur et à Rey, c'est un petit peu une manière de dire que savoir qui elle est, savoir d'où elle vient ne l'aidera pas à trouver sa place dans cet univers. Enfin, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Enfin, si vous avez compris autre chose, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà. Y a pas de souci, l'espace commentaire de toute façon est fait pour ça, n'hésitez pas à débattre avec moi, à me dire ce que vous avez pensé de ce 8e opus. On revient sur Rey, et d'ailleurs finalement, savoir que elle vient un petit peu de nulle part, comme Anakin, hein. Anakin aussi, Anakin il a carrément pas de père. Bon là, Rey elle a un père et une mère, mais qui n'ont pas de lien particulier avec la Force, qui sont juste deux pauvres pires d'épaves, qui sont morts et enterrés dans une fosse commune, comme le dit Kylo. Mais ça m'a un petit peu déçu en sortant de la salle, mais finalement après coup je me suis dit qu'en fait c'est pas plus mal, parce qu'en fait il y avait tellement de théories sur les origines de Rey. Il y en a qui pensaient que c'était une Rey Kenobi, une Rey Skywalker, une Rey Solo, voire même une Rey Palpatine, ou encore d'autres théories toutes plus farfelues les unes que les autres. C'est bien que Rey n'ait pas de parents, parce que qui que ça aurait été, ses parents, le film aurait dû nous expliquer pourquoi. Il aurait dû nous expliquer pourquoi ils l'ont abandonné sur Jakku, il aurait dû nous expliquer plein de choses, et du coup il se serait perdu un petit peu là-dedans. On aurait un petit peu perdu du temps, parce que c'est pas l'essentiel finalement de savoir qui sont les parents de Rey, donc c'est pas une mauvaise chose qu'elle ait pas de parents. Enfin, que ses parents ne soient pas des personnages importants de l'univers de Star Wars. Je vais parler un petit peu des relations sentimentales qui se sont un petit peu affirmées ou qui ont été plus ou moins sous-entendues dans ce 8e opus. On a la seule relation sentimentale évidente qu'on ait, c'est que Rose est amoureuse de Finn. Ça c'est sûr et certain, elle l'embrasse, voilà, c'est visuel, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, après sur la relation Finn-Rey, on a Rey vers le milieu du film qui dit à Chewbacca, si tu revois Finn avant moi, dis-lui que elle n'arrive pas à finir sa phrase. Chewbacca conclut pour elle et elle lui dit oui voilà exactement, dis-lui ça. Donc peut-être
Elle veut que Chewbacca lui dise à Finn qu'elle l'aime. Mais c'est pas sûr et en vrai j'y crois pas trop. Mais à la fin du film, dans le Faucon Millenium, donc Rose est blessée et puis Finn est à son chevet et Rey les regarde un petit peu en mode, enfin c'est juste un regard, elle dit rien mais il y a peut-être un petit peu de jalousie là-dedans. Il y a également la relation Kylo-Rey qui est pour moi très intéressante et qui est vraiment une relation que j'aimerais voir aboutir. Beaucoup plus que la relation Finn-Rey, parce que c'est deux opposés, c'est deux parangons finalement, l'un du côté obscur, l'autre du côté lumineux. Bon, cette relation qui, certes, au début, mise en scène par Snoke, c'est Snoke qui les met en contact, tout de même, il y a quand même un lien fort entre les deux personnages, mais qui se casse un peu la gueule à la fin du film quand, à cause de Kylo qui veut pas revenir du bon côté avec Rey et qui préfère s'enfoncer dans le côté obscur, donc une relation peut-être un petit peu plus compliquée.